Souleymane Niang. Des vagues de migrants clandestins sénégalais continuent de déferler sur les côtes espagnoles à travers les îles Canaries. Plus de 400 migrants sont arrivés ce matin en Espagne à bord de 12 pirogues, parmi eux 3 bébés. La présidente de la Fédération de l'Association des Sénégalais dans l'archipel des îles Canaries, Aminata Samb, au téléphone avec Anna Rocha. Au niveau de Canaria, ils sont arrivés au moins 2188 immigrants dans un record de 48 heures ce fin de semaine. Et actuellement, dont je parle, il est arrivé 401 immigrants. En 12 pateras, ça veut dire 12 embarcations. Et il est arrivé aussi 3 bébés, avec 3 bébés dedans. Et vraiment, c'est une situation très difficile pour nous. Et c'est très triste, malheureusement. Et on cherche les moyens d'aider, de sensibiliser. Mais en fait, vraiment, c'est catastrophique pour moi. Bon, on attend une meilleure sensibilisation surtout. Et surtout leur présentation, parce qu'on est dans les îles Canaries et maintenant les gens sont nerveux et il y a beaucoup de problèmes, surtout la xénophobie qui commence à se faire sentir pour les frustrations des gens, la crise de la pandémie, tout ça. Et nous qui sommes ici représentant les Sénégalais et intégrés déjà, et nous sommes ici pour les aider, pour sensibiliser et tout. Et ce qu'on attend d'eux, c'est leur présence, et qu'ils se manifestent, qu'ils parlent avec nous, et que vraiment, parler avec nous, ils le font. Sur le chemin de l'émigration clandestine, un jeune Sénégalais du nom de Malick Gueye est mort. Son corps a été déposé à l'hôpital de Dakhla au Maroc. Sa famille en appelle à l'aide de l'État sénégalais pour le rapatriement du corps. Je vous propose d'entendre son frère Moussa Fall, joint ce matin par El Hadj Ndiogou Diène. C'est mon grand frère. Il était parti de la Mauritanie à bord d'une pirogue. Il avait pris départ le 21 octobre et nous sommes restés jusqu'au 3 novembre sans avoir de ses nouvelles. C'est ainsi qu'on nous a dit après qu'il est finalement décédé. Ils ont eu des problèmes en mer, la pirogue s'est perdue et ils se sont retrouvés au Maroc où il a été admis à l'hôpital de Dakhla. C'est là-bas que Malick est décédé. Je souligne qu'il était soutien de famille. C'est pourquoi nous sollicitons l'aide des autorités pour pouvoir rapatrier le corps. Malick laisse derrière lui 2 épouses et 6 enfants. La famille ne demande qu'une chose, l'aide des autorités de bonne volonté pour rapatrier son corps. Ici au Sénégal, le conseil départemental de la jeunesse conscientise les jeunes tentés par l'émigration clandestine. L'argent que ces jeunes dépensent pour ce voyage irrégulier pourrait servir à investir dans un petit projet prometteur. Pape Massène Gueye, président du conseil départemental de la jeunesse, est au micro d'Aminata Goudiaby. L'émigration clandestine, je crois que ce n'est pas par manque d'emploi, comme l'ont dit le ministre de la jeunesse et le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle. Les jeunes pensent qu'il y a une main-d'œuvre abondante au niveau de l'Europe. D'où le fait qu'il y a cette recrudescence-là. Mais un jeune qui prend 500 000 francs ou 400 000 francs pour aller en immigration, ce jeune-là, ce n'est pas un chômeur. C'est quelqu'un qui a de l'argent ou quelqu'un qui a été aidé. Donc nous lançons un appel à ma qualité de président du conseil départemental de la jeunesse de Fatick. Je lance un appel à l'ensemble des jeunes du Sénégal pour qu'on puisse revenir à de meilleurs sentiments, continuer nos formations et gagner nos vies au Sénégal parce que le Sénégal a besoin de ses fils, parce que le Sénégal du futur ne se fera pas sans ses filles et sans ses fils. Et nous tous, la main dans la main, nous pouvons continuer à gagner ce combat-là de l'émigration clandestine en mettant des formations. C'est le même avis pour le coordonnateur de Natia. Nouvelle initiative pour l'émergence de TANAF, mouvement présidé par le DAGE, directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la Culture et de la Communication, Alfousseini Kouyaté. Selon lui, l'État n'a pas échoué dans sa politique d'orientation des jeunes vers le développement du pays face au retour massif de l'immigration irrégulière des jeunes. Je vous propose de l'écouter au micro de Max Euclide Kamfani.
C'est devenu un rêve, mais un rêve qui peut ne pas être une réalité. Parce que je crois que les difficiles conditions de vie se trouvent partout dans le monde. Et je crois que aussi aujourd'hui, il faut que les jeunes en prennent conscience qu'en restant chez eux, ils peuvent arriver à bon port. Parce qu'ils peuvent se former en mettant en œuvre leurs propres moyens, mais aussi à travers les structures de l'État, particulièrement le ministère de la Formation et de l'Artisanat, qu'ils aillent vers l'information. Donc en se formant, je crois qu'il n'y a pas de sous-métier. Donc ils peuvent arriver vraiment à se prendre en charge eux-mêmes et les familles. À mon avis, il n'y a pas d'échec parce que l'État, c'est un ensemble. Comme on dit souvent, l'État ne peut pas tout faire. Donc l'État, effectivement, est en train de se battre vraiment autant que faire se peut pour effectivement donner cette priorité à sa jeunesse. Et je crois que le président Macky Sall et son ministre Abdoulaye Diop et le DAGE aussi en est conscient, personnellement, parce qu'il œuvre dans ça. C'est pourquoi il a mis toute la jeunesse de sa localité, toute la jeunesse de son département, toute la jeunesse de la région autour de lui, les sensibiliser, leur faire croire qu'effectivement, lui, il est parti de rien, qu'on peut partir de rien en tant que jeune dans sa localité rurale et arriver au sommet de l'État. Et voilà, les résultats sont là. RFM, l'actualité politique. Dans l'actualité politique, justement, le remaniement ministériel de ce début de mois de novembre continue de faire des vagues. D'abord, des révélations presque quotidiennes sur les coulisses. Le président de la République aurait consulté secrètement des leaders de partis d'opposition, ce qui crée une certaine confusion dans les rangs de certains partis ou coalitions de partis, également dans certains esprits. En tout cas, dans sa stratégie de débauchage de membres de l'opposition, Macky Sall, beaucoup d'opposants ont reçu se font discrets ou font dans la dénégation, une stratégie analysée par des politistes comme de la science pure en termes de pratiques politiques. In fine, Macky Sall est dans une prospective pour anticiper sur des cas de figure qu'il ne maîtrise pas de l'avis de ses politologues. Pas Diba. Boubacar Camara n'est pas le seul des partenaires de Sonko à avoir été reçu par Macky Sall. C'est le leader de PASTEF lui-même qui l'affirme. C'est dire qu'au sein de l'opposition, on ne sait qui est qui et qui fait quoi. Beaucoup rasent les murs en rencontrant Macky Sall. Pour des acteurs politiques, c'est normal, estime Mamadou Sy Albert. C'est une attitude légitime, normale entre des acteurs politiques qui mènent un jeu en cachette. Maintenant, au-delà de cette discrétion, je crois qu'il y a un impact très négatif. Et je crois que si les oppositions jouent à cache-cache avec l'opinion, c'est parce qu'ils ne veulent pas être perçus comme des dealers. Ce procédé du président de la République relève, selon Abdou Khadre Sanogo, d'une grande science en pratique politique. La stratégie, c'est discutons, mais faites comprendre à l'opinion que vous êtes bel et bien au sein de l'opposition. Quand on ne sait pas véritablement qui est qui, mais il peut être l'absent le plus présent même au sein de l'opposition par l'entremise de ces lieutenants-là qu'il vient de recruter. Le but de la manœuvre pour Macky Sall, selon le politiste, est d'anticiper sur certaines situations. Un certain nombre de cas de figure qu'il ne maîtrise pas encore. À mon avis, c'est en parfaite relation et en parfaite adéquation avec le potentiel troisième mandat. Il ne sait pas véritablement s'il pourra compter sur l'AFP. Il ne sait pas si véritablement il pourra compter sur le PS, mais en même temps, il veut aussi avoir un pied au niveau de tous les segments de la scène politique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Macky Sall a réussi à installer la méfiance dans les rangs de l'opposition. En tout cas, à Bambey, les Républicains sont très remontés contre leur mentor, le président Macky Sall. Ils se disent oubliés de tous les remaniements, leur responsable n'étant jamais promu. C'est pourquoi ils exigent réparation. Babacar Diouf. C'est moins un oubli qu'un manque de considération. C'est ce que pensent les Républicains de Bambey du comportement du président Sall à leur égard. Mamadou Ly, leur porte-parole. Depuis 2014, Bambey ne figure plus dans l'appareil gouvernemental et le président n'a montré aucune considération vis-à-vis des responsables du parti, malgré tout le travail abattu. Le président a tué l'espoir de toute la jeunesse du département, des militants apéristes en particulier, qui ont tout sacrifié pour battre le fort parti au pouvoir d'alors et ses responsables très puissants politiquement et financièrement. Le peu de responsables promus ne mouille plus le maillot à Bambey, regrette ses membres de l'APR. Nous décrions le comportement de certains cadres qui ont été promus et qui n'ont rien fait en retour pour Bambey. C'est pourquoi ils invitent le président de la République à récompenser les durs moments qu'ils ont passés à lutter pour son accession à la tête du Sénégal. Prenons au coordinateur départemental, le ministre Mongom, l'obligation de soutenir davantage les cadres, les femmes et les jeunes apéristes du département de Bambey. Sinon,
l'APR sombrera encore longtemps dans la léthargie. À l'entame de leur point de presse, les Républicains de Bambey ont une pensée pieuse à l'endroit des disparus en mer et du professeur Ibader Cham. Bambey, RFM Babacar Diouf. En tout cas, à la suite de la formation de ce nouveau gouvernement, le réseau des enseignants APR du département de Kaolack évalue le travail de la ministre Mariama Sarr. Les enseignants ont salué le travail qu'a abattu Mariama Sarr en termes notamment de satisfaction des revendications des syndicats enseignants. Ibrahima Djamé. Après sa reconduction à la tête du ministère de la fonction publique, le réseau des enseignants de l'APR évalue le travail du ministre Mariama Sarr et lui décerne une bonne note. Selon eux, l'essentiel des revendications des syndicats d'enseignants, liées notamment aux lenteurs administratives, ne sont plus à l'ordre du jour au niveau de ce département. El Hach Oumar Boy, coordinateur du réseau des enseignants. Par rapport aux lenteurs administratives que vous venez d'évoquer tout de suite, je peux vous assurer qu'au niveau du ministère de la fonction publique, il n'y a plus d'instance à traiter. Ça, vous pouvez aller le vérifier. Je peux affirmer ici que de 2018 à aujourd'hui, ce qu'on a réalisé en termes d'objectifs à atteindre est beaucoup plus important que ce qu'on a fait durant les 20 ans précédents. Ça, on a disconvenu même pas. Il n'y a pas d'instance au niveau du ministère de la fonction publique. Et pour ces enseignants militants de l'APR dans le département de Kaolack, cette confiance renouvelée du chef de l'État à Madame le maire, Mariama Sarr, en tant que seul ministre de la région, démontre à suffisance que tous les militants du parti doivent désormais se rancher derrière elle. Nous, enseignants de l'APR du département, nous nous inscrivons dans le sillage de la direction tracée par le président de la République. Madame Mariama Sarr est aujourd'hui la seule responsable APR nommée au poste de ministre de la République dans la région de Kaolack. À ce titre, il lui est dévolu la tâche de diriger le parti pour l'unité, la conservation du pouvoir et la réalisation des objectifs tracés par le président de la République. Jusque-là, en tout cas, dans le département de Kaolack, comme c'est le cas ailleurs, le parti est caractérisé par une absence de structuration. Personne ne sait qui est qui et qui fait quoi à quel titre. Ibrahim Djamé, Kaolack, Radio Futur Média. RFM, partout. Tout le temps. Il n'y a plus aucun cas grave de Covid-19 admis en réanimation selon les chiffres du jour présentés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale ce lundi. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier dimanche. 35 patients seulement sont actuellement sous traitement sur 544 tests effectués ces dernières heures. 3 sont revenus positifs, dont 2 cas contacts et un cas communautaire. Covid-19 toujours, la firme pharmaceutique Pfizer a déclaré aujourd'hui que son vaccin expérimental était efficace à plus de 90% pour prévenir le Covid-19 sur la base des données initiales d'une grande étude. Pfizer et son partenaire allemand BioNTech sont les premiers fabricants de médicaments à présenter un essai clinique à grande échelle d'un vaccin contre le coronavirus. Pfizer prévoit de solliciter une large autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin aux États-Unis pour les personnes âgées de 16 à 85 ans. Venons-en maintenant au reste de l'actualité sociale. L'APIX réagit après la manifestation des impactés du train express régional pour réclamer leurs indemnisations. L'Agence pour la promotion des investissements des grands travaux précise que l'heure est au recensement des impactés dans le cadre de la deuxième phase du projet TER. Écoutons Yatma Dieye, directeur environnement et libération des emprises du projet à l'APIX, au téléphone avec El Hadj Ndiogoudjen. Le tronçon de Diamniadio concerne donc Diamniadio-Sébikotane qui est la deuxième phase du projet de train express régional. Et donc aujourd'hui, il n'est pas encore mis en œuvre. Nous sommes dans les parties préparatoires. Et donc à ce titre, on n'est pas encore en train de parler d'indemnisation, mais de recensement, c'est-à-dire d'identification de tous ceux qui sont sur le... Parce que dans le processus, pour expliquer comment il se déroule, un recensement est effectué par les commissions départementales de recensement et d'évaluation des impenses, donc de Thiès et de Rufisque, puisque ça concerne ces deux territoires. Le recensement a été effectué et à la suite de cela, la liste des personnes impactées a été affichée. Cette affiche permet à chacun de vérifier s'il est effectivement impacté, s'il y a des noms qui sont omis. Il y a des registres qui sont ouverts et chacun peut se signaler et compléter le registre. Donc aujourd'hui, le traitement de ce registre-là est en cours. Quand il va être terminé, il sera intégré dans un document global qui s'appelle plan d'action de réinstallation.
Et ce plan-là sera partagé avec les différentes parties prenantes du projet pour avis avant d'être soumis à la validation du comité ad hoc, donc qui réunit les différents acteurs institutionnels. Et ce n'est qu'à l'issue de ce processus qu'il y aura un passage en commission des personnes impactées et à la suite de cela, on parlera d'indemnisation. Nous parlons toujours d'infrastructures pour évoquer le partenariat qui a été signé par la commune de Foundiougne et le fonds d'entretien routier FERA pour assainir la ville. Des dizaines de jeunes ont déjà été formés dans le cadre du désensablement des rues de la ville et l'opération va durer 6 mois. Dans le long terme, des investissements lourds sont annoncés pour offrir à cette ville de la région de Fatick un réseau d'assainissement digne de ce nom. Aminata Goudiaby. Cette opération de désensablement des routes de la ville de Foundiougne va se faire sur une durée de 6 mois. Des dizaines de jeunes ont été déjà formés pour ce travail et du matériel mis à leur disposition. Le maire de Foundiougne précise que cette activité est possible grâce à une convention signée entre la mairie de Foundiougne et le fonds d'entretien routier, le FERA, Babacar Diamé. Ce que nous allons faire pendant les 6 mois va permettre de rendre la ville plus propre. Parce que nous allons aussi faire de l'assainissement. Comme vous le savez, les communes n'ont pas assez de moyens pour s'occuper de ces types d'activités, mais accompagné par le FERA, nous pouvons oser croire que vraiment notre ville va devenir encore plus propre. Bassirou Faye est ingénieur routier pour le fonds d'entretien routier. Ceci va permettre à la commune de Foundiougne vraiment d'avoir un cadre de vie plus sain, mais également ça va permettre à monsieur le maire de créer un emploi au niveau local jusqu'à 24 emplois. Je pense que ça c'est pas négligeable. Foundiougne demeure tout de même une commune mal assainie avec une voirie défectueuse. Le maire de Foundiougne, Babacar Diamé, souligne que des initiatives locales sont prises à cet effet. Il n'y a qu'une voirie correcte. Il y en avait d'autres voiries dans le temps, mais ces voiries sont dégradées. En plus de ça, nous avons discuté avec l'administrateur pour qu'il nous accompagne pour créer des routes bitumées. Il est disposé à nous accompagner. En termes d'assainissement, c'est vrai qu'il y a des insuffisances parce qu'il y a des comités de salubrité qui existent dans la commune. Il y a 5 quartiers. Nous venons d'acquérir un tracteur tout neuf pour nous permettre de renforcer le système d'assainissement, mais nous avons besoin d'être accompagnés. Mais dans le long terme, il est prévu la réalisation de caniveaux pour faciliter le drainage des eaux des pluies afin de lutter contre les inondations. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Retour à Dakar où les habitants de la cité Djilimbaye vivent une pénurie d'eau depuis plus d'1 mois. Une situation difficile pour ces populations qui sont obligées de faire des dépenses supplémentaires pour avoir le liquide précieux. Reportage Nafissa Toussila. Plus d'1 mois de calvaire, l'eau a cessé de couler des robinets à la cité Djilimbaye. Pour les habitants, cette situation est insoutenable. Babacar Sissé, plus de la soixantaine, vient de se faire livrer 6 bouteilles d'eau. Il ne comprend pas pourquoi cela perdure. Ouais, vraiment, ça fait 1 mois. On a des difficultés d'avoir de l'eau. Dans tout le secteur, là, on a ce problème. On a appelé à la direction, on nous promet de venir demain ou après-demain, mais jamais. On n'a que le dimanche matin. Dimanche matin, à partir de 6h de matin jusqu'à 8h comme ça, il n'y a plus d'eau. On comprend rien, on nous explique rien du tout. Et les dames de la cité avouent qu'elles n'en peuvent plus, surtout quand elles sont obligées de débourser pour se faire livrer de l'eau en plus de la facture. 2500 la ñuy fay jank yi ñu amoon yëpp bàyyi nañu fi liggéey. On paye tous les jours 2500 et même les bonnes sont parties à cause de ça. C'est trop dur, vraiment. On reste éveillé toute la nuit jusqu'à 2h du matin. On ne se lave plus normalement. On décriait la SDE, mais vraiment avec Sen'Eau, on ne comprend rien et on est fatigué. Chaque jour, un charretier vient nous livrer de l'eau et on paye 2500, alors que même pour la facture, on est obligé de payer. Vous voyez ces bidons? Je suis obligé de les faire monter jusqu'au 2e étage. Mais ça, je peux pas. Je suis obligé encore de payer 1000 francs supplémentaires, c'est-à-dire 3500 par jour pour toutes ces bouteilles. Aujourd'hui, un camion-citerne est venu pour distribuer de l'eau, mais c'est insuffisant pour M. Sarr. Après 1 mois de pénurie, on vient de nous apporter un camion-citerne et ça ne suffira pas pour toute la cité. Et j'ai comme l'impression que vraiment, on ne distribue pas bien ce camion. Plus d'1 mois que cette situation dure et avec la pandémie du coronavirus, les habitants de la cité Djilimbaye se disent vulnérables et mettent toute responsabilité sur le dos de Sen'Eau. RFM. L'actualité internationale.
12h21, rebonjour Georges Déthié Diop. Rebonjour Souleymane Niang. En Guinée, Cellou Dalein Diallo appelle à une opération ville morte ce lundi. Le patron de l'UFDG qui rejette les résultats de la présidentielle du 18 octobre dernier n'entend pas reculer. Hier, il a lancé un appel à l'observation d'une journée ville morte ce lundi dans le Grand Conakry. L'objectif, selon Cellou Dalein Diallo, est de protester contre le hold-up électoral et pour exiger le respect de la vérité des urnes. Samedi, la Cour constitutionnelle a validé l'élection du président Alpha Condé à un 3e mandat et a rejeté les recours déposés par l'opposition pour fraude. En Côte d'Ivoire, l'on a maintenant des nouvelles de Pascal Affi-N'Guessan. Selon la police, l'ancien Premier ministre et président du FPI légal se porte bien. La police a sorti un communiqué après que l'opposition a fait part de son inquiétude suite à l'arrestation de certains de ses responsables. Gobia Yabi. Sous la pression des réseaux sociaux, la police nationale ivoirienne sort de son mutisme. Une rumeur diffusée et entretenue sur la toile a fait état de ce que l'ex-premier ministre et député Pascal Affi-N'Guessan aurait subi des tortures et serait décédé. Dans un communiqué en date du 8 novembre 2020, et je cite, « La police nationale tient à informer l'opinion publique et internationale que M. Pascal Affi-N'Guessan, interpellé dans la nuit du 6 au 7 novembre dans le cadre d'un complot contre l'autorité de l'État, se porte bien et n'a fait l'objet d'aucun acte de torture. » Fin de citation. Dans la foulée, une vidéo sortie de nulle part est dévoilée. Elle montre le porte-parole du Conseil national de transition, CNT, dans un salon rassurant ses proches et ses militants. Je ne suis pas décédé, je me porte bien. Est-ce que vous avez été torturé? Non, pas du tout. Non, je me porte bien. Je ne suis pas décédé en tout cas. En ce moment même, dans plusieurs communes de Côte d'Ivoire, Yopougon, Bingerville, pour ne citer que celle-là, des manifestations anti-Ouattara ont lieu avec des voies barrées, bus et véhicules de l'administration incendiés. La police disperse des manifestants à coups de gaz lacrymogène. Gobia Iyabi. En Éthiopie, le Parlement a voté la dissolution du gouvernement de la région du nord du Tigré au sujet d'un différend qui s'est transformé en conflit armé. C'est lors d'une session d'urgence que le Parlement a déclaré l'administration du Tigré illégale et a voté pour la remplacer. Aux États-Unis, Joe Biden déjà à la tâche pour sa future présidence. Il a mis en ligne un site buildbackbetter.com et des comptes Twitter dédiés aux 72 jours qui le séparent de son investiture le 20 janvier. Il annonce ses priorités, le combat contre la pandémie de Covid-19, la reconstruction économique, la justice raciale et la lutte contre le réchauffement climatique. Joe Biden va mettre en place ce lundi une cellule de crise sur le Covid-19 qui a déjà fait plus de 237 000 morts aux États-Unis. Ce groupe de travail va réunir des scientifiques et des experts chargés d'élaborer un plan à mettre en œuvre dès sa prise de fonction. Trump, lui, refuse toujours de reconnaître sa défaite. Son avocat a fait savoir que l'équipe de Donald Trump allait déposer 4 à 5 recours en justice d'ici la fin de la semaine. Trump qui a passé le week-end à jouer au golf. Merci Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui sur l'affaire Petro-Tim et la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Pour en parler, nous serons avec M. Tadé Adjouma Sek, juriste spécialisé en gouvernance des industries extractives, et M. Biram Sow, plutôt, juriste conseiller responsable juridique de Petrosen Trading and Services. RFM Sport. Bienvenue Malal Diagne Junior. Merci Souleymane. Les Lions du Sénégal s'entraînent cet après-midi à 16h au Stade Lat Dior. Ils seront 9 sous les ordres de Aliou Cissé pour le premier galop d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal. Cette équipe nationale prépare la double confrontation devant opposer les Lions à l'équipe des Djurtous de la Guinée-Bissau, des matchs qui entrent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2022 au Cameroun. Premier match manche aller le 11 prochain, c'est-à-dire mercredi à Thiès, puis le 15, ce sera à Bissau. L'équipe nationale du Sénégal qui a de nouveaux joueurs dans la tanière avec l'absence de certains cadres
pour raison de blessures. On peut citer parmi les joueurs absents Saliou Ciss, Ousseinouba, Diao Baldé Keita, Famara Diédhiou ou encore Idriss Gana Gueye. Le sélectionneur a fait appel donc à Sadethiou Nabissar, mais a fait appel également à de nouveaux joueurs comme Alpha Djonkou ou Formose Mendy. Allons à la découverte de ces deux nouveaux joueurs avec Soda Thiam. À part Moustapha Nam et Franck Kanouté, la tanière enregistre deux autres novices. Il s'agit de Formose Mendy et Alpha Richard Djonkou. Le sélectionneur Aliou Cissé a fait appel à ces deux joueurs qui étaient en préparation avec la sélection U20 du Sénégal pour renforcer son effectif. Formose Mendy, âgé de 19 ans, est un défenseur qui évolue actuellement au FC Bruges de Crépin Diatta. L'ancien joueur de Darussalam a participé à la CAN U20 organisée au Niger avec 5 matchs joués, mais également au mondial de la catégorie qui s'est tenu en Pologne. Son autre coéquipier en sélection U20, Alpha Richard Djonkou, un autre défenseur qui évolue actuellement dans l'équipe U23 de Manchester City. Alpha Djonkou est passé en Espagne avec le club Mallorca. Avec cette équipe, il a joué dans la sélection U17 de l'Espagne en janvier 2018. Il a également participé à la CAN U20 en 2019 avec le Sénégal. Ces deux joueurs de la sélection actuelle U20 du Sénégal intègrent la tanière de l'équipe A pour la première fois. Leur coéquipier Boubacar Fall, portier de l'équipe du sélectionneur Youssouf Dabo, est aussi rappelé en renfort, comme ce fut le cas lors du match amical Maroc-Sénégal du mois d'octobre dernier. Malal, le nouveau bureau du CNG de lutte installé ce matin. À l'instant, à l'arène nationale à Pékin par le ministre des Sports. Nous y reviendrons avec notre reporter Ndongoka qui est sur les lieux. Le monde de la lutte également avec cette bonne nouvelle pour les arbitres qui avaient été radiés ou suspendus par l'ancien bureau du CNG. Et il s'agit de Sutor Ndour qui a été radié et qui retrouve donc son sifflet à partir de du démarrage de la nouvelle saison. Il s'agit également de Malik Ngom, Babacar Diop et Aboubakri Dramé. Eux, ils étaient suspendus pour 2 à 5 ans. Ils vont tous retrouver le sifflet. Basketball, Baba Tandian veut gagner des titres avec Saint-Louis Basket Club. Et il l'a dit à Mbaké où il était en visite. Le président de Saint-Louis Basket Club affirme avoir recruté de bons joueurs et même des joueurs venus de l'étranger pour se renforcer. Objectif gagner, encore gagner. Baba Tandian au micro de Marie Diop. Saint-Louis, il s'avère que quand j'ai été élu à la tête de Saint-Louis Basket, bien que Babacar Ndiaye ne l'apprécie pas, ça c'est son affaire, ce n'est pas le mien. Je suis à Saint-Louis et j'y reste, que ça soit clair et net dans sa tête. Saint-Louis a besoin de se redorer un blason. Saint-Louis est un grand club. Alors n'oubliez pas que Saint-Louis, l'équipe féminine, c'est la marraine, c'est la première dame. Le parrain, c'est le maire. Et Saint-Louis a un registre de basket. Alors, et moi je pense que quand on voit l'année dernière tous les ténors qui sont partis, chez les garçons et chez les filles. Alors moi quand j'arrive, vous savez que Baba Tandian ne sait pas faire de demi-mesure. Donc j'ai travaillé tranquillement dans mon coin, les gens ne me voient pas venir. Maintenant, je suis là dehors avec mes joueurs. Maintenant, voilà donc Baba Tandian qui avertit ses adversaires, ce ne sera pas une partie de plaisir que d'affronter son équipe XXL. Malal Diagne Junior, merci à 12h29 minutes. Dans un instant, la revue de presse. RFM, la presse du jour. La presse du jour, lue et commentée par Pape Besdiba. Bonjour, voilà le phénomène Barça ou le Barsac, loin de s'estomper. Libération nous parle à sa une de son corollaire. Des drames en série. La preuve, écrit le journal. Après l'accident survenu en fin octobre, une pirogue venue du Sénégal a chaviré encore au large de la Mauritanie le 3 novembre dernier. 92 sur les 119 passagers seraient portés disparus. Plusieurs corps ont d'ailleurs été repêchés ces derniers jours, explique encore Libération, qui tient ces chiffres de la fondatrice du collectif Caminando Fronteras. En attendant, nous reparlons de la manifestation contre les caricatures du prophète. Vox Pop renseigne qu'ils ont été des milliers de Sénégalais à répondre à l'appel du Rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie. Et le confrère d'informer que Macky est fustigé, Macron fusillé, la France brûlée. En un mot pour Sud Quotidien, c'est la fatwa de Dakar. Si ce n'est pas une fatwa, ça y ressemble. L'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, ne veut
plus voir, et bien même en peinture. Macky Sall et les couleurs de son parti marron-beige en effet informent sur ça, en déposant vendredi dernier les rapports des différentes contributions des membres du CES. Elle n'avait pas prononcé le plus petit mot à l'endroit du chef de l'État. Mais aussi, Mimi Touré, ajoute le confrère, a quitté tous les groupes WhatsApp de l'Alliance pour la République, y compris le grand groupe où interviennent ministres, directeurs généraux, entre autres grosses pointures de la République, qui se réveillent à l'APR, un acte qui, selon Source, est révélateur de son divorce avec le chef de l'État. Entre Maître Moussa Diop et Macky Sall, ça sent aussi le divorce. L'ex-DG de Dakar Demdik, très en colère, affirme dans l'AS: ce qui se passe présentement dans le pays est intolérable et inacceptable. Moussa Diop de poursuivre: si je savais que Macky Sall allait donner tout le fruit de notre travail à Idrissa Seck, je ne l'aurais pas soutenu. Ainsi, il promet de sillonner tout le pays pour parler aux citoyens. Mamadou Diop Decroix, lui, est sans embâche sur une possible collaboration avec le président de la République. Decroix affirme dans les colonnes de Rewmi Quotidien: Macky sait très bien que je ne travaillerai pas avec lui. Qu'à cela ne tienne, Macky, lui, semble tenir son nouveau schéma politique. Il s'agit, d'après l'Observateur, d'une large coalition en perspective, le Front républicain. Pour le confrère, dans les plans arrêtés du projet, des barrières sont érigées pour contrer les possibles défections des rangs de la majorité présidentielle des partis comme le PS et l'AFP. L'Observateur notera aussi le renforcement de l'axe sud pour écraser Ousmane Sonko. Alors sous-estimé par certains de ses adversaires politiques depuis sa prise de pouvoir en 2012, Macky n'arrête pas de tromper son monde et les prochains jours risquent de précipiter le pays dans une ère de Noël avant l'heure avec des surprises politiques. Alors que Macky Sall travaille à mettre en place une nouvelle coalition, les leaders de l'opposition, eux, se divisent, soulignent les Échos. Déjà, fait remarquer le journal, Abdoul Mbaye est échaudé par les tops qu'il y avait au sein du FRN. Mais voilà un de ces leaders de l'opposition qui tisse sa toile. Il s'agit, d'après enquête, de Khalifa Sall, qui a pris part samedi à un meeting riche en enseignements. Le journal souligne qu'il était entouré de 6 maires socialistes. Sport pour terminer avec cette hécatombe chez les Lions. Ghana, 6, Ba, Baldé et Djedju sont déclarés forfaits pour la double confrontation avec la Guinée-Bissau, souligne Stade Quotidien, le quotidien du sport. Bonne lecture à toutes et à tous. À 12h34, bienvenue à Point de vue. Quelles leçons tirées de la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal jusque-là et comment améliorer la dite gestion pour les années et décennies à venir? C'est la question à laquelle ou les questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos deux intervenants du jour. J'ai nommé Tadé Adjouma Seck, juriste spécialisé en gouvernance des industries extractives. Bonjour, Monsieur Seck. Bonjour. Je suis également avec Monsieur Biram Sow, juriste conseiller responsable juridique de Petrosen Trading et Services. Bonjour, Monsieur Sow. Bonjour. Alors, nous avons entendu ce matin le responsable de la communication de Petrosen tenter d'apporter une réponse aux questions soulevées par Thierno Alassane Sall hier lors de l'émission de notre confrère Babacar Fall ce dimanche et à la suite de la cérémonie de dédicace de son livre intitulé Le protocole de l'Élysée. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter pour apporter des réponses, M. Sow, à la principale question soulevée, c'est-à-dire les faveurs qui ont été faites à Petrotim, beaucoup d'argent, des centaines de milliards qui auraient été d'une certaine manière pris par des sommes importantes qui ont été prises, pour ne pas utiliser un autre mot, par une chaîne de personnes qui sont intervenues dans ce dossier. Bonjour à tout le monde, je salue vos auditeurs. Bon, malheureusement, je n'ai pas lu le livre de Thierno Alassane Sall,
mais quand même, j'ai eu à voir j'ai lu quelques feuilles dans la presse. Donc, quand Thierry nous dit aujourd'hui que le pétrole a été dilapidé, partagé avec les multinationales pour en faire, je ne dirais pas ce qu'ils veulent. Donc, en fait, c'est du gaspillage. Mais en fait, moi, je pense que peut-être que M. Sall, en écrivant son livre, il n'a pas fait référence au code pétrolier. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui au Sénégal donner des contrats ou bien attribuer des contrats à des multinationales ou bien à une quelconque société sans pour autant passer par le code pétrolier. Donc c'est le code pétrolier qui organise l'attribution des contrats pétroliers. Alors, comment on attribue les contrats pétroliers? Non, autrement dit, ce n'était pas le cas dans l'affaire Petrotim. Donc, dans l'affaire Petrotim également, c'est le contrat pétrolier. Parce que c'est le code pétrolier. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a attribué le contrat pétrolier à Petrotim sans pour autant qu'on se conforme au code pétrolier. Parce qu'aujourd'hui, le code pétrolier a un contrat type qui est annexé au contrat, et c'est ce contrat aujourd'hui que les gens modifient et signent. Et c'est le même contrat qui a été repris par Petrotim et que Petrotim a signé, que l'État du Sénégal a signé et publié. S'il vous plaît, donc, on va s'arrêter sur ce point parce que la question ici n'est pas le régime sous lequel les contrats ont été attribués, code nouveau ou code ancien. Le problème, c'est qu'après avoir bénéficié d'un contrat d'exploration, enfin contrat de recherche et de partage de production, Petrotim a aussitôt après avoir consenti des investissements jugés ridicules, de 2 à 4 millions de dollars seulement, et même pas en exploration, mais en études sismiques, etc., a vendu ses parts et est parti avec des royalties, c'est-à-dire quand même il continue à bénéficier des productions qu'il y aura pendant des dizaines d'années. C'est ça le problème, c'est pas le code du pétrole ici. En fait, je disais tout à l'heure que le code pétrolier n'interdit pas la cession des parts. C'est le code même qui dit que la cession d'intérêts entre associés ou avec une tierce entité est une pratique. C'est-à-dire ça c'est même une pratique courante dans le secteur pétrolier amont. Donc si un des associés constituant le contractant veut faire une cession partielle totale de ses parts, donc elle a la possibilité de le faire. Maintenant, et je ne pense pas aujourd'hui que l'État du Sénégal, quand même, que l'État du Sénégal ne défende pas les intérêts du pays pour laisser Petrotim, comment dirais-je, faire la cession sans pour autant que l'État ne soit bénéficiaire. Vous inquiétez pas, M. Sow, je vous redonnerai la parole pour continuer votre développement sur le code pétrolier, mais sur ce point précis, je voudrais entendre M. Tadé Adjoumasek. Est-ce que le problème, au fond, c'est le code pétrolier ou simplement la gestion, paternelle, en père de famille, des ressources que nous avons tous en commun? Est-ce que l'État n'aurait pas dû, en l'occurrence, exercer son droit de préemption et récupérer les 30% qui ont été cédés à très grand prix par Petrotim à l'époque? Ok, merci beaucoup. Je remercie M. Sow pour son intervention. Moi, je pense que le problème se situe à tous les niveaux, à ces deux niveaux au moins. Premièrement, est-ce que l'État ne pouvait pas exercer son droit de préemption? Comme nous le savons tous, l'État a effectivement ce droit qui est reconnu par le pétrolier, mais exercer son droit de préemption suppose que l'État a les moyens de le faire. N'oubliez pas que pour participer au développement, que ce soit au développement ou bien à la phase d'exploitation, les fonds à mobiliser sont énormes. Donc il s'agit avant tout d'une question financière sur laquelle l'État du Sénégal doit cogiter avant de prendre cette décision. Mais quoi qu'il en soit, nous savons tous que le principal problème autour de ce refus, tout le problème dans l'affaire Frank Timis, Timis Corporation, c'est le fondement de l'attribution de titres à Timis Corporation, à Timis. Nous savons tous que l'ancien code pétrolier exige bien entendu, avant l'attribution d'un quelconque permis, de vérifier si l'entreprise demanderesse a les moyens techniques et financiers. De ce point de vue, il nous semble généralement que pour le cas de Timis Corporation, cette disposition n'a pas été respectée puisque les autorités n'ont jamais apporté la preuve
que Timis Corporation avait une expérience avérée et avait les moyens financiers. Cela s'est vérifié par le fait que juste après les découvertes, nous avons vu que l'entreprise a revendu tous les titres qu'il avait, ce qui est apparu comme de la spéculation sur des titres miniers. Comme le dit M. Sow, c'est une pratique qui est assez courante. Seulement, ce qui est peu courant, c'est de donner à une entreprise qui n'a aucune expérience pétrolière dans le monde des titres qui ont d'importantes valeurs tant financières que du point de vue de la ressource. Et je pense que c'est ce qui pose problème dans cette affaire. Donc c'est à la base un problème de loi, parce que le code pétrolier exige des conditions financières et techniques sans autre précision, mais aussi c'est une question, disons, je dirais, politique, c'est une question économique, financière, parce que tout simplement, je pense que ce serait très difficile pour l'État de s'engager à exercer son droit de préemption. Très bien. M. Biranso, vous évoquiez la question du code pétrolier. Quelles sont les avancées qui sont intervenues, qui nous garantissent que pour l'avenir, on n'aura pas ce type de problème, même si on n'a pas fini de parler de ce problème-là dans les années à venir, parce qu'il faut régler le problème quand même des royalties qui vont être versées pendant 40 ans à des gens qui n'ont rien investi et qui s'en sortent quand même avec des bénéfices exorbitants. Bon, en fait, je disais tout à l'heure que, comme disait M. Sec, je pense, M. Sec, par rapport aux capacités techniques et aux capacités financières, aujourd'hui, les gens qui disent que peut-être Petrotim n'a pas les capacités techniques, n'a pas les capacités financières, ils n'ont pas encore apporté la preuve que la société n'a pas les capacités techniques ni les capacités financières. Non, mais c'est à l'État qui a donné le contrat de prouver quand même que la compagnie avait de l'expérience. Personne ne connaît à Timis une expérience dans l'exploration pétrolière. C'est à l'État de prouver ça. Moi, je pense que l'État a déjà fait. L'État a déjà à plusieurs reprises expliqué que la société dispose quand même des capacités techniques et des capacités financières. Sinon, elle n'aurait pas bénéficié de ce contrat-là. Maintenant, par rapport au droit de préemption, je sais qu'il a été très clair. C'est-à-dire aujourd'hui que l'État du Sénégal, je ne pense pas que l'État quand même ait les moyens d'exercer son droit de préemption jusqu'à hauteur de 30% de part. Parce que ça coûte excessivement cher. Ah oui, mais l'État emprunte sur les marchés financiers régionaux, internationaux pour lever des fonds pour ce genre de choses. Et même les banques prêtent à l'État pour des opérations. Je n'ai pas encore vu dans le cadre de mes recherches un État qui participe quand même à une recherche pétrolière. Je n'ai pas vu, j'ai fait beaucoup de recherches dans le secteur, mais je n'ai pas encore vu quand même un État qui a emprunté à des banques pour participer à des recherches pétrolières, parce que vu le risque quand même, parce qu'on peut trouver, comme on peut ne pas trouver, on peut trouver, et si la quantité n'est pas suffisante pour rembourser les frais et autres. Donc je n'ai pas encore vu un État quand même prendre ce risque-là. Alors, maintenant, par rapport à votre question, aujourd'hui, l'État du Sénégal, quand même, a pris d'importantes mesures pour que la chose soit transparente. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'ITE, nous avons aujourd'hui le poste pétrogaz qui va aider le président de la République, parce que quand même, il faut le rappeler, c'est le président de la République qui signe des décrets d'approbation des contrats pétroliers. Donc, aujourd'hui, et ça, c'est pas nouveau, hein, sous l'ancien régime, c'était la même chose. C'était le code pétrolier de 98 déjà qui l'avait prévu. Il avait dit que que le contrat sont validés par décret présidentiel. Alors, et jusqu'à présent, ça a été repris par le nouveau code. Donc, nous avons le code pétrogaz qui va aider le président, qui va l'orienter sur certaines choses avant la prise de décision. Nous avons également le code pétrolier qui a été modifié, et sensiblement d'ailleurs, qui a été très modifié. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal a beaucoup de marge de manœuvre, parce qu'il faut qu'on comprenne que le Sénégal, avant les découvertes, et le Sénégal après découverte, donc c'est un peu différent. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, le code a été changé, et aujourd'hui, on parle d'appel d'offres dans le nouveau code. Justement, à ce sujet, en fin d'année dernière, l'appel d'offres a été lancé pour 12 nouveaux blocs au nord et au sud du pays.
La première phase de la procédure avait été lancée notamment avec des roadshows qui devaient commencer par l'Afrique du Sud et se terminer par les États-Unis en passant par l'Australie. Et évidemment, le Covid-19 est passé par là et la deuxième phase, c'était l'attribution, en tout cas l'ouverture de la procédure pour que les compagnies intéressées puissent acheter les données sismiques et avant même le dossier d'appel d'offres et les données sismiques. Où est-ce qu'on en est et quelles sont les garanties que vous avez prises pour que la procédure aboutisse comme prévu? Bon, je suis désolé, mais je ne peux pas m'exprimer sur cette question parce que je ne suis pas au ministère, je ne suis pas également au niveau de Petrosen Holding. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le code pétrolier actuel a encadré et a prévu quand même que des appels d'offres soient faits sur l'ensemble des blocs qui restent pour le Sénégal. Et je suis sûr et certain, et je suis convaincu que ça se fera dans la transparence parce qu'aujourd'hui, nous avons vu les ministres lancer ces procédures-là au niveau de Dakar et également au niveau de l'Afrique du Sud. Et on a vu quand même que beaucoup de compagnies internationales se sont engagées à venir soutenir le Sénégal, à venir travailler avec le Sénégal, parce qu'on a vu que le Sénégal quand même, malgré bien que le Covid nous a posé beaucoup de difficultés, mais on sait quand même que le Sénégal c'est un pays stable, c'est un pays où vraiment les textes, les lois et les règlements sont respectés. Donc il y a en fait une sécurité juridique. Donc toutes ces choses-là, ces compagnies pétrolières sont quand même disposées à venir au Sénégal. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau du ministère, que leurs propositions sont en train d'être étudiées. Donc peut-être dans les jours, mois à venir, on va avoir les résultats. 12 blocs. Alors, une dernière question, puisqu'on doit se quitter avant que je ne donne la dernière parole à Tadé Adjoumasek. Une dernière question sur l'avenir. Vous êtes, je le rappelle, responsable juridique à Petrosen Trading et Services. Qui parle de trading et de services, parle de commercialisation peut-être, etc. Mais parlons de l'attractivité du Sénégal en tant que producteur de pétrole, mais surtout de gaz pour l'avenir, vu la chute des prix, la corrélation qu'il y a entre le prix du pétrole et le prix du gaz. Est-ce que les compagnies vont continuer à s'intéresser au Sénégal et à nos ressources avec autant d'appétit qu'il y a quelques années quand le prix était encore rémunérateur? Oui, bon, le Sénégal quand même va beaucoup, en fait le Sénégal est attractif. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc nous avons aussi un régime juridique, vraiment il y a la sécurité juridique. Mais au plan économique et financier, c'est-à-dire c'est la rentabilité financière, est-ce que les modèles qui étaient prévus par les multinationales quand elles s'intéressaient au Sénégal restent les mêmes? Est-ce que les projections restent positives puisque BP, par exemple, a changé de stratégie et va se concentrer sur les énergies renouvelables, même si les actifs que la compagnie possède, y compris au Sénégal, vont être maintenus? Oui, bon, je pense que ça sera maintenu. Oui, ils le disent très clairement. Ils vont maintenir en attendant, mais ils vont se concentrer sur les énergies renouvelables. Oui, en fait, c'est pas seulement BP, il y a même Total. Total exactement. Dans ce domaine depuis plusieurs années. Donc Total est déjà dans les énergies renouvelables. Donc ça, c'est depuis, je pense, les COP 21 et autres. Donc maintenant, les gens sont les. Donc vous ne craignez pas pour l'avenir, le Sénégal continuera à être. Je ne crains pas vraiment. Je ne crains pas parce qu'aujourd'hui nous avons le gaz. Le gaz, quand même, c'est énergie propre. Donc oui, vraiment, il n'y a pas de souci. Très bien. De problème. Maintenant, je voulais intervenir un petit peu par rapport au truc de Thierno Alassane, parce que moi, je me rappelle très bien, il y a quelques années, Thierno Alassane nous disait que l'État du Sénégal serait quand même un grand bénéficiaire de ces, comment dirais-je, de ressources pétrolières, parce qu'il nous avait dit même dans une rencontre que le Sénégal aurait peut-être 58 000 km de route, plus de 300 hôpitaux, 20 hôpitaux. En fait, c'est lui-même qui avait fait la présentation du contrat de Petro-Tim, donc il nous avait donné même le courage aujourd'hui de défendre ce contrat, parce que c'est lui qui nous avait dit ce contrat est un excellent contrat. Maintenant, si aujourd'hui il nous dit autre chose, donc finalement on ne comprend pas.
Donc c'est pourquoi je dis que moi personnellement je pense que son livre ne mérite même pas réponse. C'est la partie politique et subjective Voilà, de ce débat. Très bien. Voilà. Malheureusement c'est pas l'objet principal, mais c'est bien noté. Dernier tour de parole à Tade Adjoumasek, juriste spécialisé en gouvernance des industries extractives. Pour l'avenir, quelles sont vos préconisations pour que les ressources soient mieux gérées au plan juridique bien naturellement, mais sur les autres aspects également, d'après vous? En ce qui concerne la problématique dont on est en train de discuter, nous savons tous qu'il y a une amélioration, je dirais, sensible avec le nouveau code pétrolier qui prévoit désormais le processus d'appel d'offres pour ce qui concerne l'attribution des titres miniers ou des permis. De façon globale, nous pensons que c'est une avancée qui est majeure. Ça va permettre une plus grande transparence. Et je pense que même quand vous allez sur le site de l'ITIE qui est actuellement en construction, vous trouvez... Ah non, il est actif, il est très actif et les données sont mises à jour. Donc, vous trouverez les termes de référence de l'appel d'offres et vous pourrez consulter les conditions qui sont exigées, tant du point de vue technique que financier. Donc, je pense que c'est une avancée majeure, mais je pense qu'il y a des améliorations qui sont nécessaires parce que lorsque vous parcourez le code pétrolier ou bien la législation pétrolière de façon générale, on se rend compte que c'est un secteur qui est hautement présidentialisé. Toutes les décisions émanent de l'exécutif et il y a très peu de contre-pouvoir dans la chaîne de décision pétrolière. Cela constitue un véritable problème parce que quand tous les pouvoirs sont regroupés entre les mains d'une seule autorité, cela peut donner lieu à des abus. Donc je pense qu'une amélioration qui serait significative, c'est une implication, je ne sais pas, peut-être de l'Assemblée nationale ou en tout cas d'autres acteurs qui pourraient jouer un rôle de contre-pouvoir dans le processus d'attribution des titres. Voilà. Donc rien n'exclut par exemple que les contrats pétroliers soient in fine validés par l'Assemblée nationale. En théorie, rien ne l'exclut, d'autant plus que notre Constitution consacre le principe de l'appartenance des ressources naturelles au peuple. Je pense qu'il serait très cohérent que le peuple, à travers ses représentants légitimes, puisse être intégré dans la chaîne de décision pétrolière. Merci à vous, Tade Adjoumasek et à Biram Sow. Vous êtes respectivement juriste spécialisé en gouvernance des industries extractives et juriste conseiller responsable juridique de Petrosen Trading et Services. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a permis de vous la présenter. À la coordination El Haj Ndiogoudjen, mise en onde Alioune Ba, mise en